Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé par la Chambre immobilière et l'étude DSM Avocat à la Cour. Bonjour Madame Silva, bonjour Monsieur Cheyron, bonjour Dr Arndt, bonjour Maître Di Stefano, bonjour Maître Guylaine. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien? Et puis comme ça on pourra commencer le webinaire. On vous entend, parfait. Ok. Ça va. Eh ben, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui abordera donc deux sujets. Dans un premier temps, les obligations et risques en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans le secteur immobilier. Et puis après, la nouvelle académie de l'immobilier de la Chambre immobilière. Alors, moi, je vais rapidement vous présenter l'outil sur lequel vous êtes, les intervenants, l'organisation, et puis après, je laisserai la parole aux experts. On sera ensemble pour à peu près 55 minutes et peut-être un peu plus en fonction de la forme du jour. Alors voilà, concernant Livestorm, comme vous l'avez vu, vous avez un chat sur la droite de votre écran où votre nom et vos prénoms apparaissent. Il y a également un onglet questions en bas à droite que vous pourrez utiliser pour la session de questions-réponses à la fin. Si vous avez un problème, en bas à gauche de votre écran, il y a un petit bouton aide et qui est assez bien fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. Concernant les intervenants, donc il y a tout d'abord deux représentants de la Chambre immobilière, représentés par Monsieur Jean-Paul Cheyron, son président. Bonjour. Bonjour. Et Madame Sandra Silva, qui est vice-présidente. Bonjour. Bonjour. Donc la Chambre immobilière, c'est une fédération professionnelle qui a plus de 50 ans d'existence et qui représente les professionnels du secteur, les agents, les syndics, les promoteurs. Et elle compte plus de 250 membres, ce qui représente 50% des agences les plus actives sur le marché. Si je dis pas de bêtises, sous contrôle voilà, de son président. Ça nous convient. On a ensuite Dr Marc Hans, qui est administrateur délégué du Centre de compétences pour les professionnels. Donc, les centres de compétences, ils répondent aux besoins en formation professionnelle continue du secteur immobilier, plus généralement de tous ceux qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences. Les formations, elles comprennent dans différents domaines de la construction, du génie technique et du parachèvement, de l'immobilier, la sécurité, santé, sécurité engin, du management digital et aussi les soft skills. Donc, vous nous parlerez avec Monsieur Cheyron et Madame Silva de la nouvelle académie de l'immobilier dans quelques instants. Et enfin, l'étude DSM Avocat à la Cour, qui est représentée par Maître Mario Di Stefano. Bonsoir. Et Maître Marie-Paul Guylaine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, l'étude DSM Avocat à la Cour, c'est une étude d'avocat d'affaires full service avec plus de 35 personnes, dont 22 avocats, et une expertise reconnue au domaine du droit, dont le droit immobilier et la compliance. Voilà, c'est tout pour moi. Je laisse la parole à Maître Mario Di Stefano et Maître Marie-Paul Guylaine pour la présentation sur la partie AML. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui encore en virtuel. J'espère que bientôt, ça changera à nouveau. En attendant, nous sommes toujours confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes questions. Et une thématique qui est pas nécessairement agréable, mais qu'il faut avoir sur le radar, c'est bien le AML, donc la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et respectivement le compliance, KYC, comme on veut l'appeler. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très important pour les acteurs du domaine immobilier, parce que outre les agents immobiliers qui étaient déjà soumis aux obligations AML depuis plusieurs années, nombreuses années, en 2020, il y a également les promoteurs immobiliers qui ont été rajoutés à la liste des professions réglementées dans ce contexte. Donc, on va essayer de passer un peu en revue un certain nombre de questions choisies qui entraient à ce domaine. Et donc, la question que tout le monde doit se poser, est-ce que je suis à jour lorsque je suis membre d'une profession réglementée? Donc, nous avons quatre étapes. La première, c'est l'introduction, qui est maintenant plus ou moins terminée. Ensuite, les obligations professionnelles, les contrôles et les sanctions par les autorités, respectivement ce qu'on peut éviter, justement, et finalement, les questions que vous pourriez avoir suite, disons, à ce que nous allons vous dire. Alors, l'introduction, maintenant, en matière, c'est de voir un peu quelle est l'importance du secteur de l'immobilier dans l'économie luxembourgeoise. Donc, c'est un secteur très vaste, même si c'est un marché relativement petit, géographiquement au Luxembourg, mais il y a plus de 6500 entreprises, il y a
50 000 employés qui sont liés à l'immobilier. Il y a une valeur de production combinée qui dépasse les 14 milliards d'euros en 2019. Il y a en principe 2329 agents immobiliers. On a vu récemment quelques articles dans la presse qui n'étaient pas très flatteurs. Je pense que ça passe un peu à côté des véritables problèmes, mais ça c'est une autre question. Ensuite, il y a un chiffre d'affaires combiné de 2,6 milliards d'euros en 2018, volume et valeur élevés des transactions. Il y a bien sûr des transactions plus élevées, plus petites, mais en tout un volume quand même important. Et même chose pour les promoteurs immobiliers, il y a des transactions importantes en volume et en valeur. Et il y a un volume de production, construction en 2019 de 8,6 milliards d'euros. Donc on voit pour un petit pays comme Luxembourg, c'est remarquable. Alors, comme je viens de dire il y a 2 minutes, c'est que qui est soumis aux obligations en matière de AML-TF. Et la source en droit positif, c'est la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Et elle s'applique à un grand nombre de professions réglementées, également aux avocats, aux experts comptables, les banques, etc. Mais dans le secteur immobilier plus particulièrement, elle va s'appliquer aux agents immobiliers et aux promoteurs immobiliers. Les agents immobiliers, comme définition, ce sont des professionnels qui interviennent comme intermédiaires dans les opérations portant sur les biens immobiliers. Alors, en principe, l'agent immobilier, la définition de l'agent immobilier, on la retrouve dans la loi du 2 septembre 2011 sur l'accès aux professions d'artisans, de commerçants, d'industriels, ainsi qu'à certaines professions libérales. On l'appelle la loi 2011. Donc, attention, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'autorisation, si j'agis en tant qu'agent immobilier de facto, ça ne veut pas dire que je ne suis pas soumis aux obligations AML. Donc, a priori, si je devrais avoir une autorisation, je tombe a priori sous la définition. Donc, les agents qui sont établis ou agissant au Luxembourg, ou aussi lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaire pour la location de biens immeubles, mais uniquement pour les transactions avec un loyer mensuel dépassant les 10 000 euros. Bon, partons du principe que les agents, vu qu'en général, ils ne sont pas limités à des petites transactions de base, vont être tous soumis aux obligations en matière de AML-TF. Alors, les promoteurs immobiliers, c'est un peu la même chose. La définition se retrouve dans la loi de 2011, donc par rapport aux dotations d'établissement, mais ce n'est pas parce que j'en ai pas que nécessairement je suis affranchi. L'activité commerciale du promoteur consiste à faire procéder pour un prix convenu la réalisation d'un programme de construction ainsi que procéder ou à faire procéder à des opérations juridiques, administratives ou financières. Ce n'est pas l'entreprise de construction, l'entreprise générale, c'est bien le promoteur qui entreprend un programme de construction et de promotion. Donc, comme les agents, ils doivent être établis ou agissant au Luxembourg pour tomber sous la loi, et ils sont également visés lorsqu'ils agissent en leur qualité d'intermédiaire impliqués dans des opérations concernant l'achat ou la vente de biens immeubles. Alors, les agents immobiliers étaient déjà dans le bain depuis l'année 2004 et en 2020, plus précisément la loi du 25 mars 2020 a également inclus donc les promoteurs immobiliers, a également rajouté cette petite phrase par rapport aux opérations de location de biens immobiliers des agents et donc tout ça c'est relativement récent. Alors, en quoi consiste le blanchiment et en quoi consiste le financement du terrorisme? Et a priori, on retrouve cette définition dans le code pénal. Et a priori, c'est le délit qui consiste à faciliter sciemment, par tout moyen, la justification mensongère, l'origine de revenus directs ou indirects de l'auteur d'un crime ou d'un délit tel que défini à l'article 506.1 du code pénal. Donc, aujourd'hui, le blanchiment, autrefois, on parlait toujours, le blanchiment, ça ne relève que des opérations de blanchiment de fonds qui proviennent du trafic de la drogue. Au début, c'était comme ça. Aujourd'hui, la définition du délai primaire, donc les infractions qui couvrent les délits primaires, c'est vraiment presque tout aujourd'hui. Donc,
Et au niveau du financement du terrorisme, c'est un peu la même chose dans le but de financer des activités terroristes. Aujourd'hui également, il faut dire que sciemment, faciliter sciemment, ça veut dire quoi sciemment? Est-ce que ça veut uniquement dire, OK, je le fais, je le veux sciemment? Est-ce que ça comprend également des situations du moins c'est peut-être possible, mais à la limite, ça ne m'intéresse pas trop, hein, parce que ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, je ne veux pas savoir. Ben, c'est ce qu'on appelle un dol éventuel, et a priori, c'est un dol également. Et si je pars du principe que ça pourrait être du blanchiment, mais que bon, ben, quand même, je vais quand même pas ne pas le faire. Là, je suis quand même, j'ai un dol et je vais dans le bain. Alors, encore une fois, l'AML, les obligations AML, c'est la prévention du blanchiment. Et donc, je suis obligé de respecter ces obligations indépendamment de la question de savoir si vraiment il y a blanchiment ou pas. Ce sont des obligations, si vous voulez, administratives, objectives, qui sont indépendantes de toute opération réelle de blanchiment. Donc ici, il y a un petit schéma que vous pourrez regarder, qu'on a retiré d'une source officielle de l'OECD, qui explique un peu le mécanisme. Donc il y a une infraction de base, hein, infraction primaire qui peut être de la fraude fiscale, ça peut être un détournement de fonds, abus de biens sociaux, trafic de stupéfiants, corruption, pot de vin, etc. Donc il y a un peu tout. Aujourd'hui, tout est compris sauf les essais de vitesse. Ensuite, le but, c'est vraiment de transformer et transférer les produits de ces infractions dans le système financier, disons, normal, clean, et en dissimulant l'origine des fonds, et donc de leur conférer une apparence de légalité, et in fine, pour pouvoir les utiliser pour un avantage personnel, notamment pour acquérir des investissements, acquérir des immeubles, acquérir des voitures, des objets de luxe. Les obligations professionnelles. Alors, on a vu un peu le principe. Alors, quelles sont les obligations des professionnels? Alors, tout d'abord, il y a l'obligation de vigilance. Il y a l'obligation d'organisation interne, qui est un peu le cadre pour l'opération de vigilance. Et il y a l'obligation de coopération avec les autorités. Alors, l'obligation de vigilance, ça veut dire qu'il faut faire attention. La première chose pour faire attention, c'est de dire il faut déjà que je sache à qui j'ai affaire. Autrefois, la prévention AML, c'était surtout l'identification du client, du ministère économique, et ça s'arrêtait là. Hein. Je demande une copie du passeport et le reste, je m'en fous. Mais ça fait longtemps que ce n'est plus comme ça. Il ne suffit pas aujourd'hui d'identifier la contrepartie, le client ou le bénéficiaire économique. Il faut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire une évaluation des risques, donc ce qu'on appelle un risk-based assessment. On va vraiment vérifier est-ce que j'ai des risques de blanchiment par rapport à un certain nombre d'indices qui dépassent la simple identification du bénéficiaire et la vérification un peu de son background. Donc, bien sûr, il faut que j'identifie le bénéficiaire effectif d'une opération. Il faut que j'identifie, a priori, les autres personnes impliquées, y compris la contrepartie. Il faut que je comprenne la transaction. Hein, la compréhension de la transaction, je dois comprendre, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que économiquement, est-ce que juridiquement, c'est quelque chose qui fait du sens, qui rentre dans le marché? Ou est-ce qu'il y a des éléments anormaux où on dit, mais c'est pas quelque chose que quelqu'un ferait réellement dans une opération normale, et là, hein, c'est les sonnettes d'alarme qui doivent sonner. Ensuite, bien sûr, je dois documenter ma vigilance pour pouvoir, en cas de contrôle, par exemple par les administrations ou par les autorités, pour que je puisse justifier d'avoir respecté les obligations à ma charge. Alors, tout d'abord, bien sûr, l'identification du client, je dois la faire de sources fiables et indépendantes. Alors, dans la pratique, les situations où quelqu'un va vous donner un faux passeport, elles sont relativement rares. Mais, encore une fois, même ça arrive. Hein. Donc, de temps à autre, vous avez des gens qui n'hésitent pas à venir avec des documents falsifiés ou de vous présenter peut-être un document d'identité de quelqu'un d'autre.
Ensuite, a priori, la vérification doit avoir lieu avant l'entrée en relation, hein, pas 3 mois après, pas 6 mois après. Même si vous êtes dans la situation où vous remarquez qu'il vous manque un document par rapport à un dossier ou un client, il vaut mieux à ce moment-là quand même de compléter votre dossier que de le laisser dans l'état. Donc, a priori, vous devez avoir une copie certifiée ou que vous avez faite vous-même de la carte d'identité ou du passeport. Et normalement, vous allez également, pour éviter tout doute par rapport aux indications de la personne, vous allez demander d'autres documents, ce qu'on appelle un peu les utility bills. Vous allez demander par exemple une copie des factures d'électricité, de chauffage ou autres factures qui sont liées à la fourniture de biens ou de prestations qui sont liées à la résidence effective de quelqu'un. Ça vous permet de vérifier est-ce que la personne est effectivement originaire, effectivement résidente à l'endroit où elle prétend l'être. Ensuite, la vérification va normalement être effectuée par le professionnel lui-même. C'est ce qu'on appelle une relation d'affaires face à face. Et donc, là, je peux certifier moi-même peut-être la copie de la carte d'identité de passeport si j'ai vu l'original. Je vais indiquer la date d'entrée en relation d'affaires. Et puis, il y a également un responsable KYC ou CO ayant pouvoir de signature pour le professionnel qui va confirmer cette vérification. Alors, vous n'avez pas toujours des relations face à face, parfois vous avez des relations d'affaires nouées à distance. Et à ce moment-là, les documents remis par les clients doivent être normalement certifiés par une autorité publique, donc un notaire, la police, une ambassade ou une autre autorité qui a qualité pour le faire. Et normalement, vous allez quand même vérifier qu'il est encore en cours de validité et que la date d'émission de cette copie certifiée ne dépasse pas les 3 mois. Alors, il y a également les mandataires qui représentent un client qu'il faut, le cas échéant, identifier. Alors, primo, il faut vérifier l'identité. Ensuite, il faut vérifier le pouvoir d'agir. Ça, ce n'est pas uniquement pour les questions d'AML, mais c'est également pour les questions généralement de responsabilité contractuelle. C'est bien de vérifier que la personne qui prétend avoir un pouvoir de représentation l'a réellement. On va éviter les pépins. Et donc, alors, le mandataire, il peut avoir un mandat social, il peut être gérant, administrateur ou administrateur d'une société. Il peut avoir un mandat judiciaire, c'est-à-dire un peu liquidateur, il peut être curateur, il peut avoir un mandataire administrateur ad hoc, nommé par un tribunal. Il peut être mandataire sur base d'une procuration ou d'une lettre d'émission. Donc, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Alors, encore une fois, ensuite, en cas d'intervention d'un mandataire, par exemple pour une société, je dois également regarder la personne morale en tant que telle, mais aussi le bénéficiaire effectif de la personne morale. Je dois avoir une idée à qui est-ce que j'ai affaire. Et je ne peux pas dire, moi, j'ai vu qu'il y a une société, qui y a derrière, ça ne m'intéresse pas trop, ça ne va pas. Il faut savoir qui est derrière. Bon, bien évidemment, ça dépend toujours du cas de figure. Vous avez parfois des sociétés qui sont cotées en bourse ou qui ont une multitude d'actionnaires ou d'associés, où on va se limiter à identifier les bénéficiaires économiques les plus importants, notamment ceux qui, dans la participation directe ou indirecte, dépassent les 25%. Sans vouloir rentrer dans les détails, la loi prévoit quand même une multitude d'autres situations où il faut identifier des intervenants, notamment lorsque des personnes agissent de concert, lorsqu'ils font partie d'un même groupe, etc. Donc, dans le doute, on peut demander assistance à un professionnel pour décortiquer une situation qui, à première vue, pour celui qui n'est pas juriste, peut paraître un peu plus difficile à comprendre et à évaluer. Alors, pour les personnes morales, et ça, encore une fois, c'est quelque chose, ce sont des précautions qui évitent pas mal de problèmes, pas uniquement pour l'AML, mais en tant qu'avocat, on a comme régulièrement des dossiers où les gens viennent avec des contrats ou avec des problèmes, avec une contrepartie qui n'est pas clairement définie. Et tout à coup, on va se poser la question, mais en fait, c'est qui a signé, c'est quoi cette société, elle vient d'où? Donc, je dirais toujours, la première chose, c'est d'identifier, bien sûr, le nom de la société, sa forme sociale,
Et ensuite, le registre de commerce, donc le numéro du registre de commerce ou du registre dans lequel il est inscrit, plus le registre en tant que tel, c'est un peu l'empreinte digitale d'une société. Et souvent, dans la pratique, ce n'est pas fait. Parfois, il y a des malentendus, des gens confondent des sociétés, ils pensent que c'est une société luxembourgeoise alors que c'est une société des îles Vierges britanniques, parce que je peux avoir des sociétés de Panama ou BVI qui ont une forme sociale qui s'appelle SA. Donc, ce n'est pas automatiquement une société luxembourgeoise. Donc, identifiez toujours les sociétés avec le numéro de registre de commerce. Ça, vous n'avez pas de doute. Et d'ailleurs, vous avez des obligations dans les contrats qui découlent de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales d'inclure dans tout document émanant de la société, que ce soit l'entête ou les contrats, un certain nombre d'indications par rapport à la société. Si vous ne le faites pas, il y a en principe le risque que les personnes qui signent pour cette société avec des informations incomplètes, que ces personnes puissent encourir une responsabilité personnelle. Voilà, donc normalement, je vais donc faire ma petite recherche, preuve de constitution de la société, statut, extrait RC, le nom, forme juridique, adresse, dirigeant. Si c'est un groupe, je suis bien conseillé d'avoir un organigramme pour comprendre comment tout ça s'est imbriqué. Éventuellement, je vais demander un registre des associés, des actionnaires, à disposition régissant le pouvoir d'engager la personne. Bon, ça, normalement, ça découle du RCS. Et comme on l'a déjà dit à maintes reprises, mais bon, on va répéter encore quelques fois, l'identification des bénéficiaires effectifs. Bon, à Luxembourg, vous avez le registre de transparence. Donc, bien sûr, vous allez regarder dans le registre de transparence, mais vous allez quand même demander au client, respectivement au BE du client, de vous signer quand même encore une déclaration qui devrait concorder avec ce que vous trouvez dans le RBE, mais en même temps, vous devrez quand même demander une déclaration à qui de droit. Maintenant, pour Luxembourg, il faut encore dire une chose, le RBE il est accessible à tout le monde. Ce n'est pas du tout le cas pour d'autres pays européens. Vous pouvez toujours essayer en Allemagne d'obtenir un extrait du RBE allemand. A priori, vous n'allez pas y arriver si facilement. Donc, vous allez à ce moment-là devoir demander au client de vous le procurer, parce que vous n'aurez pas accès, ce n'est pas comme à Luxembourg. Donc, pour les autres pays que le Luxembourg, demandez au client de vous fournir une copie de l'extrait du registre transparence. Bon. Bien sûr, si maintenant c'est une société offshore, etc., c'est un peu plus compliqué, mais là aussi, il y a des registres. Et là, de toute façon, il faudra se demander est-ce que vraiment on peut rentrer dans un contrat sans une vigilance accrue, hein. Donc là, clairement, il faut une vigilance nettement accrue par rapport à une société luxembourgeoise bien connue où, grosso modo, le background, il est assez transparent. Alors, ça, c'est les vérifications. Ce qui est très important, et encore une fois, et ça vaut pour tout le monde, pas que pour les professionnels immobiliers, ça vaut aussi pour les avocats, il faut que je comprenne la nature de l'activité de la personne morale et sa structure de propriété, de contrôle. Si je ne comprends pas le client, je ne comprends pas la transaction, il y a deux choses. Soit je suis trop bête, alors peut-être je devrais l'envoyer chez quelqu'un de plus calé, ou alors effectivement il y a quelque chose qui n'est pas clair, soit parce que je n'ai pas toutes les informations, ou parce qu'effectivement les choses ne sont pas claires et qu'en réalité il y a un problème à la base, et donc à ce moment-là il faut que je pousse les vérifications et les demandes peut-être plus loin, jusqu'au moment où je peux dire ok, je comprends pourquoi certaines choses sont telles qu'elles sont. Si je ne comprends pas, j'ai un problème. Je dois comprendre. Je ne peux pas dire, oh bah, oui, bon, c'est une opération sophistiquée, bon, j'assume que c'est bon, mais je ne comprends pas. Ben, si on ne comprend pas, il faut demander jusqu'au moment où on comprend. Ou alors, il faut se faire conseiller pour comprendre. Alors, il y a des obligations de vigilance qui vont devoir être renforcées dans certaines situations. Et c'est très logique. Lorsque déjà le client n'est pas physiquement présent lors de l'identification, donc il y a un risque un peu plus élevé que quelqu'un puisse se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc il faut faire attention, vérifier le background pour regarder si tout ça, ça colle. Le client réside dans un état tiers, surtout s'il réside dans un état qui est considéré un état risque. Donc là, vous avez également des classifications au niveau OECD, au niveau Union européenne, vous avez des classifications de risque et vous avez des pays où carrément c'est du no-go. C'est clair que vous avez un certain nombre de juridictions où
a priori, vous aurez beaucoup de mal d'accepter un client résident dans ces juridictions-là, vraiment, sauf exception. Mais en principe, quelqu'un qui veut investir dans les biens immobiliers à Luxembourg, il y a des rares cas où effectivement, vous avez des personnes qui vont venir de juridictions vraiment problématiques. Mais il y a des juridictions problématiques, soit pour des raisons de risque de corruption, de blanchiment, de terrorisme ou tout simplement de fiabilité générale du système judiciaire ou d'embargo. Il y a un certain nombre de pays ou de personnes qui sont sous sanctions américaines, européennes, donc il faut faire très attention lorsque vous avez quelqu'un qui vient de certains pays qui sont, vous savez, parce que vous lisez les journaux, et vous savez qu'il y a des pays qui sont sous sanctions. Là, il faut faire a priori plus qu'attention. A priori, il faut vraiment réfléchir à ce que je peux rentrer dans une relation d'affaires à ce niveau-là. Alors, encore une fois, on a déjà dit, il faut comprendre la transaction. C'est un schéma inhabituel qui ne fait pas vraiment beaucoup de sens. Et là, il faut effectivement dire, bon, si ça ne colle pas, ça ne colle pas. Je ne peux pas rentrer dans une transaction qui ne fait pas de sens. Parce que si ça ne fait pas de sens, il y a peut-être un problème derrière. Ensuite, le client est une PPE. PPE, c'est quoi? C'est une personne politiquement exposée. On rappelle en anglais, donc ça veut dire quelqu'un qui a des fonctions politiques, notamment en cas classique, il y a quelqu'un qui vient, qui a été ministre dans un État XY, qui théoriquement avait un revenu plus ou moins normal et qui veut acheter un bien à 50 millions, qui ne colle pas avec, disons, sa structuration de revenus. Là, effectivement, il y a un risque élevé par rapport à toutes les personnes qui sont politiquement exposées, où il faut vraiment opérer une vigilance renforcée. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas entrer en relation d'affaires avec des personnes politiquement exposées, mais il faut faire davantage attention à ce que vraiment les sources de revenus soient bien claires et que notamment ça ne puisse pas provenir soit de corruption ou alors de quelqu'un qui a un peu allègrement délesté le coffre-fort de l'État. C'est des choses qui arrivent malheureusement, donc, et on ne veut pas, en tant que professionnel, être impliqué dans ce genre d'affaires. Alors, il faut aussi comprendre la structure légale du client, notamment par rapport à des structures un peu moins habituelles pour notre pays, comme par exemple des trusts. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut bien également identifier les intervenants et comment sont représentés, par exemple, les trusts. Donc, là, il y a beaucoup de malentendus. Par exemple, un malentendu très répandu, c'est les trusts, c'est un peu quelque chose comme une société. Donc, on va dire, voilà, le trust Intel ayant son siège social représenté par… Non, le trust n'est pas une société, ce n'est pas quelque chose qui a une personnalité morale. Le trust est simplement un patrimoine d'affectation. Donc, je rentre en affaire avec un trust, il faut que j'identifie les parties concernées, donc le trustee, le bénéficiaire, le settlor, les autres intervenants comme des vérificateurs qui seraient mis en place pour vérifier l'opération du trustee, les commissaires, etc. Et encore une fois, le trust n'est pas une société représentée par, mais un trust, il agit. C'est son trustee qui dit « je suis signé un tel agissant en tant que trustee du trust un tel ». En général, les trustees anglo-saxons, c'est des sociétés de capitaux qui agissent en nom propre en indiquant qu'elles agissent pour le compte d'un trust. Mais le trust n'existe pas juridiquement comme personne morale. Donc, je le dis parce que ça, c'est un problème classique où même des juristes se plantent régulièrement. Et vu que ça arrive quand même souvent, je voulais le souligner encore une fois, au risque de vous ennuyer un peu avec ça, avec cette petite technicité. Vous n'allez pas non plus avoir des traces comme investisseur ou comme client tous les jours. Alors, souvent, et c'est peut-être moins maintenant pour les agents immobiliers à Luxembourg, mais pour d'autres professionnels, il pose souvent la question, est-ce que je peux recourir à des tiers pour l'identification du client et du BE? Donc, j'ai quelqu'un qui m'envoie un correspondant à l'étranger, qui m'envoie quelqu'un. Donc, je peux effectivement, si l'autre personne est également une profession réglementée qui est soumise à des obligations au moins comparables à celles que nous avons à Luxembourg en matière de KYC, AML,
je peux éventuellement me reposer sur une collecte de documents et de données qui est effectuée donc, de cet autre professionnel. Par contre, je garde la responsabilité. Donc, je dois faire très attention. Et à différencier par rapport à cela, c'est l'externalisation de la compliance. Donc, c'est également possible. Je peux outsourcer ma compliance à un professionnel, ce qui, surtout pour les agences qui sont un peu plus petites, sera certainement une option parce que c'est quand même, sinon, ça peut devenir lourd à gérer et à mettre en place. Donc, c'est effectivement une option que certains vont offrir et beaucoup vont rechercher. Alors, bon, ça c'est l'entrée en relation. Alors, l'entrée en relation, ça commence par là, mais ça ne s'arrête pas là. Alors, autrefois, comme je dis, on dit, voilà, je prends la copie du passeport, je la mets dans mon dossier et maintenant, j'ai plus de problème. Ben, ce n'est plus qu'à aujourd'hui, donc il faut une vigilance constante. Donc, il faut continuer à surveiller les opérations d'un client pour voir est-ce qu'en cours de route, il y a des fonds qui sont injectés, ou vous ne savez pas d'où ça vient. Est-ce que vous avez d'autres signes, disons, d'indices de blanchiment, comme l'implication de comptes bancaires dans des pays tiers, de juridictions un peu plus complexes, respectivement, lorsque, encore une fois, vous ne comprenez pas trop pourquoi tout à coup il y a intervention d'une telle personne ou d'une telle entité. Donc, cette obligation de vigilance est une obligation continue, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut repasser en revue au fur et à mesure les dossiers et également, disons, la relation client. Hein. Donc, ce que je dois faire au début, je dois le faire en cours de route. Hein, et un peu, si vous regardez les critères, c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu au début. Et il faudra également tenir à jour les documents KYC, la copie du passeport. Lorsque je constate qui a expiré le passeport, je vais demander une nouvelle copie d'un passeport, une carte d'identité qui est en vigueur. Je dois tout conserver, même après la fin de la relation d'affaires. Je dois garder encore pendant 5 ans, pendant toute la relation d'affaires, puis au moins pendant 5 ans, je vais le conserver dans mes dossiers. Donc ça, c'est très important. Encore une fois, c'est toujours cette analyse de risque. Est-ce que j'identifie un risque de blanchiment? Est-ce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, qui sont inhabituelles ou bizarres? Donc voilà un peu pour l'organisation, pour la vigilance plutôt. Et donc, mon associé, maître Marie-Paul Gillen, va maintenant vous parler de l'obligation d'organisation interne, qui est l'obligation pour justement organiser cette vigilance. Merci Mario. Et donc je continue dans la foulée. En fait, Maître Di Stefano vient de vous expliquer le premier pilier des obligations professionnelles préventives de blanchiment qui sont donc imposées à tous les professionnels assujettis à la loi de 2004. Donc parmi ceux-là, vous figurez. L'obligation de vigilance ayant été explicitée, je passe au deuxième pilier des obligations, qui sont l'obligation d'organisation interne, qui est également extrêmement importante, vous allez le voir. Alors, elle se détaille par quatre obligations principales. Il faut mettre en place un manuel de procédure interne. Il faut procéder à la nomination d'un responsable de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On n'oubliera pas de veiller à la formation du personnel et il faut procéder à une analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Je vais parcourir tout ce programme avec vous. Alors, le premier document et le premier élément qu'il est très important de mettre en place dans votre entreprise, c'est de rédiger et de faire valider par vos dirigeants un manuel de procédure interne. Alors, ce manuel va évidemment varier en taille et en détail en fonction de la société et de ses activités. Mais en tout cas, il faut qu'il couvre un certain nombre d'éléments. Ce qui est très important, c'est que ce manuel doit détailler comment la vigilance des membres de la société va s'exercer. Tout ce que Maître Di Stefano vient de vous expliquer
eh bien, ce sera expliqué dans le manuel de procédure interne pour que les employés, les commerciaux surtout, puissent savoir comment procéder au moment de l'entrée en relation et également lors du suivi de la relation. Ensuite, le manuel décrira quels sont les contrôles qui doivent être effectués et quand, ce qu'on vient de vous expliquer également en fonction de du risque qu'on a pu détecter dans chaque relation contractuelle. Très important, le manuel vous dira également quand est-ce qu'il faut avoir des motifs de soupçon, ou peut-être des éléments de soupçon, pas nécessairement un soupçon qui va conduire directement à une dénonciation aux autorités, mais éventuellement des indices qu'il faudra approfondir et éclaircir, et si on n'a pas satisfaction, qui donneront lieu à une déclaration de soupçon dont on parlera tout à l'heure. Le manuel décrira également le rôle, la désignation et le rôle du responsable anti-blanchiment au sein de l'entreprise, éventuellement la nomination d'un compliance officer plein temps ou temps partiel, nous y reviendrons, la participation à des formations et la description de comment procéder à l'analyse de l'évaluation du risque, et pour cela, comment collecter ou identifier les éléments de risque qui sont à la base de la nouvelle relation que vous allez envisager. Alors, votre manuel de procédure, je vous conseille d'y ajouter quelques formulaires très utiles qui seront utilisés par les commerciaux, et le formulaire le plus important est le formulaire d'entrée en relation qui va aider le commercial à remplir les cases, si vous voulez, notamment concernant l'identification du client, tous les éléments d'identification, que ce soit pour une personne physique ou une personne morale, comme on vient de vous l'expliquer, et l'identification de la nature de la relation, de son objet, de sa durée, et un certain nombre d'éléments de base qui permettront après de faire le suivi de la relation d'une façon bien étoffée, bien éclairée. C'est très important. À côté du formulaire d'identification du client et d'entrée en relation, je vous conseille également de mettre en place un formulaire de déclaration de bénéficiaire effectif qui sera également utilisé par vos clients et par les bénéficiaires effectifs des clients pour simplement compléter les cases, et comme ça, vous serez certain que le document que vous recevrez dûment complété et signé correspond à vos besoins. Vous trouverez d'ailleurs ce type de Vous nous entendez? Vous nous voyez? On a perdu Marie-Paul, du coup? Oui, voilà. Peut-être, Mario, vous vouliez prendre déjà 2-3 questions en attendant que Marie-Paul peut-être se reconnecte? Voilà, effectivement, on peut peut-être prendre quelques questions, effectivement. C'est une question, le promoteur qui vend surtout en VFA via un notaire en coopération avec une agence immobilière, est-ce qu'il faut que les 3 parties font ainsi 3 fois le même travail KYC? En principe, oui. Hein. Chaque professionnel a une obligation indépendante et je ne peux pas, parce que le notaire ou la banque ou quelqu'un d'autre fait son KYC, je ne suis pas affranchi de l'obligation de le faire aussi. Je peux, le cas échéant, comme on l'avait vu tout à l'heure, je peux me reposer, le cas échéant, sur des documents qui ont été pris, des copies, par exemple, passeport, qui ont été pris par un autre professionnel, et je peux me le faire donner, mais je reste quand même responsable moi-même de mon KYC. Donc, il n'y a pas de centralisation du KYC. Autre question, est-ce que le client bénéficie du secret professionnel devant le blanchiment d'argent? Non. Au contraire, et ça on verra lorsqu'on a récupéré Maître Guilen. Ah, Marie-Paul est là? Oui, je suis là. Hein. Donc, Alors on reprend, on va prendre les autres questions après. Je suis absolument désolée de cette interruption qui n'est pas de mon fait, mais bon, la technique nous donne hein. Voilà. Donc, je vous avais expliqué ce qui doit figurer dans le formulaire, dans le manuel de procédure interne. C'est un document extrêmement important.
il doit exister au sein de votre entreprise sous une version plus ou moins abrégée, plus ou moins étendue, mais il est très important que vous en disposiez et que vous puissiez et surtout que vous la partagiez avec tous les collaborateurs de l'entreprise et que vous contrôliez que cette procédure est bien appliquée par vos collaborateurs. Il y a un document, un formulaire que je vous conseille aussi de mettre en place, ou en tout cas un document que vous devez acter quelque part, c'est l'acceptation de la relation d'affaires avec le client, qui doit être formalisée soit sur votre formulaire d'entrée en relation, soit sur un document séparé. Mais cette acceptation de la relation client doit être matérialisée par un document écrit. C'est très important pour que vous puissiez prouver que vous avez fait toute la due diligence, donc les vérifications qu'il fallait, et que vous avez procédé à l'évaluation du risque de cette relation d'affaires particulière. Alors, je continue les slides. Donc, dans les obligations professionnelles, je vous ai parlé tout à l'heure de l'obligation de nommer des responsables de lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme. Dans les petites entreprises, on va probablement se contenter de nommer un responsable, un membre de la direction. Mais il faudra aussi qu'il y ait parmi vos collaborateurs une personne qui joue le rôle du compliance officer, à temps partiel ou à temps plein, ou comme disait Maître Di Stefano, on pourrait déléguer, mais il faut qu'il y ait quelque part à la direction un responsable qui contrôle ce qui se passe au niveau de la compliance. C'est extrêmement important que cette personne d'abord ait toute l'indépendance voulue, donc vous ne voulez pas nommer un commercial qui va tout simplement se contenter d'apprécier le travail commercial qu'il fait lui-même, ce qui n'est pas très bon. Donc il faut un administratif qui soit déconnecté de la fonction commerciale, et il faut que cette personne ait toute l'autorité voulue pour donc procéder au contrôle adéquat et qu'il puisse, comment dirais-je, avoir l'autorité pour imposer aussi le respect de la procédure interne. J'ai l'impression que ma caméra ne fonctionne plus, mais est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Marie-Paul, on vous entend, oui. Mais pas de caméra, hein, je suis désolée. On voit ta photo, c'est OK. Mais bon, alors, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Alors, donc, l'obligation de formation du personnel est extrêmement importante. Il faut que votre personnel ait suivi des formations anti-blanchiment et elles ne doivent pas, il ne suffit pas d'une seule fois, il faut le renouveler régulièrement parce qu'il y a des mises à jour, parce que les gens oublient, parce qu'ils ont autre chose à penser. Et donc, on conseille de faire les renouvellements des formations du personnel une fois par an. Et il faut que cette formation soit, comment dirais-je, touche l'ensemble du personnel. Et surtout, il ne faut pas oublier de documenter comment dirais-je, la présence de votre personnel, de chacun des membres, à des formations. Alors, nous allons passer au slide suivant. Voilà, c'est l'obligation d'évaluer les risques de blanchiment. Alors, l'évaluation des risques est une obligation qui a été introduite dans la loi il y a seulement quelques années, mais elle est devenue extrêmement importante. Enfin, je dis quelques années, ça nous fait quand même déjà peut-être une petite dizaine d'années. Elle est extrêmement importante parce qu'elle va définir l'attitude de l'entreprise par rapport à un certain nombre de circonstances qui font qu'elle va devoir évaluer son risque de blanchiment d'une façon plus ou moins sévère. Donc, l'entreprise devra appliquer ce qu'on appelle une approche fondée sur le risque, c'est-à-dire lorsqu'elle va évaluer son risque de blanchiment en fonction des circonstances, des éléments factuels qu'elle a devant elle, elle va ensuite procéder à la compréhension de son risque et appliquer des mesures
d'atténuation du risque, ce qu'on appelle parfois mitigation par un anglicisme assez répandu. Mais toujours est-il qu'ayant fait cet exercice, elle va devoir qualifier chacun de ses clients avec un type de risque, soit un risque bas, ou un risque moyen, ou un risque élevé. Et certaines entreprises affinent l'évaluation de risque en disant un moyen élevé, moyen bas, etc. Ça, c'est à vous de le définir pour votre entreprise. Toujours est-il que l'évaluation du risque, c'est le slide suivant, doit être adaptée, voilà, doit être adaptée à l'activité du professionnel et elle doit rester proportionnée à la nature et à la taille de l'entreprise. Bien entendu, une entreprise qui emploie 1000 personnes et qui a des milliers de clients va devoir adapter et affiner son approche du risque d'une autre façon qu'une entreprise qu'un promoteur immobilier qui emploie peut-être 10 ou 15 personnes. L'approche basée sur le risque dépendra aussi du profil du client, de l'importance de la transaction, et elle se basera sur des éléments indicatifs d'un risque qui peut être peu élevé ou qui peut être un risque élevé. Par exemple, si vous avez des sociétés qui font partie de l'Union, des clients qui viennent de pays de l'Union européenne ou de pays qui ont des contrôles GAFI équivalents, vous pourrez penser que vous êtes dans une situation de risque peu élevé. Si vous êtes face à un client qui est une société cotée en bourse ou régulée sur un marché réglementé qui fait elle-même l'objet de contrôle de ces autorités, vous pourrez estimer aussi que le risque sera peu élevé. Par contre, il y a des éléments qui doivent éveiller votre attention, éventuellement vous conduire à qualifier le risque comme étant très élevé. Si par exemple, vous êtes face à un client qui est établi dans une zone géographique à risque important, par exemple des pays qui sont sur la liste noire du GAFI ou des pays qui sont l'objet d'embargo, ou bien des pays particulièrement susceptibles de corruption, dont on parlait tout à l'heure, c'est un risque très important. Si on se trouve en face d'une structure juridique ou d'une société dont l'actionnariat favorise l'anonymité, ou la structure juridique est opaque, et vous avez du mal à vous y retrouver, savoir qui est le vrai contrôleur de la société et qui est son bénéficiaire effectif. Vous avez des clients qui sont liés à des activités complexes, difficiles à identifier, ou des transactions qui favorisent l'anonymat, et notamment des opérations avec des personnes politiquement exposées. On vient de vous expliquer comment définir cela. Eh bien, il faudra envisager une évaluation du risque qui sera à un niveau supérieur que le risque bas. Et si le risque est très important, mais que vous décidez quand même d'accepter le client, vous pouvez aussi dire que vous ne voulez pas l'accepter, mais si vous l'acceptez, mais que vous voyez qu'il y a un risque important, vous allez mettre un risque élevé, ce qui vous conduira à procéder à des contrôles plus importants, à exiger un dossier beaucoup mieux documenté, à vérifier les documents, leur exactitude, leur authenticité, et à procéder à des réévaluations du risque à période beaucoup plus rapprochée que si vous êtes en face d'un client à risque très bas. Donc voilà, la qualification et l'évaluation du risque est très importante pour le comportement à venir, mais aussi pour pouvoir après évaluer ce que vous avez, le client que vous avez accepté et les comportements que vous avez acceptés, mais sous la condition d'exercer un contrôle très, très rapproché. Alors, les activités que vous développez dans votre profession, qui sont les professions de l'immobilier, sont qualifiées par un document qu'on appelle l'évaluation nationale du risque qui date du 15 septembre 2020 et qui est en fait l'opinion des autorités ou l'évaluation des autorités sur la qualification des risques par activité.
Et le secteur de l'immobilier a été qualifié par cette évaluation nationale, c'est un document émis par le gouvernement. Vous voyez qu'on a fait un extrait ici. Les agents et promoteurs immobiliers, leur activité qualifiée de risque élevé, et toutes les autres activités immobilières également. Il existe une évaluation supranationale des risques qui arrive à la même conclusion. Il faut savoir qu'au Luxembourg, le document national dit pourquoi le risque de l'immobilier apparaît comme un risque inhérent élevé. Ceci s'explique parce que le secteur de l'immobilier est très vaste et très fragmenté, parce que au Luxembourg, c'est une activité qui a une très grande valeur proportionnelle du PIB du Luxembourg. Et en général, on arrive souvent à des volumes et valeurs élevées de transactions. Il est vrai que dans le secteur immobilier, des gens qui veulent tenter de faire du blanchiment pourraient facilement utiliser ces opérations parce que cela leur permettrait de masquer la véritable origine des fonds ou le bénéficiaire effectif ultime. Et ça leur permet aussi, ils peuvent opérer en masquant la valeur réelle du bien par une surévaluation ou une sous-évaluation. Voilà. Donc, je vais aller un petit peu plus vite parce que le temps passe, mais donc n'oubliez pas dans ces cas-là d'appliquer des mesures d'atténuation du risque anti-blanchiment en étayant votre dossier d'une façon très complète, en gardant ce dossier bien entendu et en tenant à jour les informations que vous avez sur le client et procédant régulièrement à l'examen du risque. Encore une fois, n'oubliez pas de documenter toutes ces actions pour pouvoir prouver que vous avez accompli vos obligations si l'autorité de contrôle vient vous demander des comptes ou vient faire un contrôle. Alors, puisqu'on parle de l'autorité, j'y viens, et nous arrivons au pilier 3 des obligations professionnelles, qui sont l'obligation de coopérer avec les autorités. Cette obligation de coopérer peut être active ou passive selon que vous répondez aux demandes des autorités ou bien selon que vous procédez à une déclaration spontanée de vos soupçons de blanchiment, soupçons que vous aurez identifiés par vous-même en présence d'éléments insolites de la relation. Elle vous conduira à certaines obligations, notamment de discrétion ou d'abstention d'exécution. Nous allons y venir. Alors, qui sont les autorités avec qui vous devez coopérer? Eh bien, elles sont essentiellement votre autorité de contrôle que la loi a désignée pour vos professions, comme pour un grand nombre de professions du secteur non financier. C'est l'administration de l'enregistrement et des domaines dont on va parler sous l'abréviation AED. C'est elle qui est chargée de contrôler et de veiller au respect des obligations professionnelles pour les professionnels de l'immobilier mais pas seulement, pour un certain nombre d'autres professions non financières. Et puis, vous avez l'autorité de contrôle qui est vraiment chargée pour tout le pays de surveiller et de procéder à des enquêtes pour identifier du blanchiment d'argent. Je parle de la cellule de renseignement financier qui donc est vraiment l'autorité de contrôle suprême et qui a des pouvoirs très étendus dans la lutte contre le blanchiment dans toutes les matières. Bien entendu, comme on vous le disait tout à l'heure, à aucune de ces deux opérations, à aucune de ces deux autorités, vous ne pourrez opposer un refus ou vous réfugier derrière le secret professionnel si elles viennent vous demander des informations. Alors, je serai plus longue sur l'obligation de déclaration spontanée de blanchiment, d'opération suspecte de blanchiment, parce que vous allez devoir déclarer une opération suspecte, même si vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas d'éléments dirimants disant voilà, je suis en présence d'un blanchiment, mais si vous avez des soupçons fondés
que vous vous trouvez en face d'une opération suspecte de blanchiment, vous avez alors l'obligation de déclarer spontanément à la CRF vos obligations et de donner un certain nombre de détails. Et ces suspicions fondées doivent dériver d'un certain nombre d'éléments que vous devrez détecter vous-même et que vos collaborateurs devront détecter. C'est pourquoi il est très important de leur donner une bonne formation et un bon feeling, si vous voulez, pour détecter les opérations, les suspicions de blanchiment, les soupçons de blanchiment. Je vous donne quelques éléments ici, mais ils sont nombreux. Mais bon, si vous voyez que le client ne se comporte pas comme il l'avait déclaré au départ, s'il cache l'objet économique ou qu'il n'est pas très clair sur le véritable objet économique de la transaction ou sur le véritable bénéficiaire effectif, ou pendant la relation, il vous présente des documents qui ne sont pas du tout convaincants et qui vous mettent mal à l'aise et qui vous permettent vous donnent à croire qu'il cache des choses. Si vous avez des acquisitions importantes et que vous ne voyez pas d'où vient l'argent et que le client ne vous donne pas toutes vos assurances sur l'origine des fonds, ou vous constatez qu'une transaction, ou un bien est sous-évalué ou surévalué, enfin un tas d'éléments qui font que vous allez devoir nourrir des soupçons. À ce moment-là, quoi faire quand vous avez des éléments qui vous mettent mal à l'aise? Dans la procédure, ce sera détaillé, bien entendu. Il faut que le commercial collecte toutes les informations et lui-même contacte directement le responsable de la lutte contre le blanchiment dans son entreprise, donc le compliance officer, qui va l'aider peut-être qui va le conseiller pour qu'il obtienne plus de renseignements, plus d'informations, qu'il documente l'information obtenue, qu'il fasse une recherche des recherches approfondies, et entre-temps qu'il s'abstienne évidemment d'exécuter l'opération. Alors, si les soupçons de blanchiment n'arrivent pas à être écartés, mais qu'au contraire, on pense qu'on se trouve dans un risque d'opération de blanchiment, quand même solidement, qui existe, enfin qui est présent, il est important de faire une déclaration de soupçon. Alors, c'est là tout le problème, c'est que on ne peut, parfois on doute, on ne sait pas, on se dit mais oui, ce n'est qu'un soupçon, on n'est pas sûr quoi faire. Dans des cas où on doute, mais qu'on a quand même des éléments de soupçon présents, il vaut mieux faire une déclaration de trop qu'une de pas assez. Parce que si vous omettez de faire une déclaration de soupçon dans une situation où vous avez des éléments présents, vous risquez de vous retrouver après à devoir répondre aux interrogations de votre autorité de contrôle, éventuellement du procureur. Pourquoi n'avez-vous pas fait cette déclaration? Vous avez détecté des éléments et puis vous avez omis de faire la déclaration. Et ce sont les cas les plus nombreux de poursuites et des sanctions administratives, mais aussi des sanctions judiciaires. Nous allons y revenir. Alors, je vous ai parlé brièvement, je ne vais pas revenir là-dessus, sur l'obligation de coopérer avec l'autorité en répondant à toute demande de l'autorité. Voilà, vous ne pouvez pas refuser. Et attention, cette demande peut même venir après la fin de la relation d'affaires. Donc, important, même après, quand le dossier est clôturé, de garder les documents pour pouvoir être à même de répondre à une demande de l'autorité. Alors, nous arrivons maintenant, nous avons parcouru tout le domaine des obligations professionnelles préventives du blanchiment et quelles sont les sanctions et quels sont les contrôles des autorités si ces obligations ne sont pas respectées. Alors, je vous l'ai dit, votre autorité de contrôle, c'est l'AED, et elle a le droit de procéder à des contrôles, soit en venant sur place dans la société pour faire une inspection qu'on appelle on-site, c'est-à-dire
elle débarque chez vous, puis elle vous demande de montrer tous les dossiers, tous les documents qui établissent la preuve que vous avez bien un dispositif solide de lutte anti-blanchiment, et elle va aussi inspecter des dossiers parce qu'elle va elle va vérifier sur place si dans vos dossiers vous avez bien appliqué éventuellement ce qui est écrit dans votre procédure. Parce qu'évidemment, si ce n'est pas appliqué de façon sérieuse et professionnelle, là, l'inspection va aboutir à des conclusions assez dommageables pour vous. Le contrôleur peut également, l'autorité de contrôle peut également lui envoyer des documents et cela, vous êtes obligé de les fournir si on vous le demande. Alors, quelles sont les sanctions possibles si le contrôle s'est mal passé ou si une opération avec un professionnel a mal tourné et qu'on voit que votre dispositif de blanchiment n'est pas bon, n'est pas conforme aux attentes du législateur et du régulateur, vous êtes susceptible de sanctions qui peuvent aller d'un simple avertissement ou d'un blâme à des amendes administratives qui peuvent faire mal quand même, puisque ça peut monter à 2 fois l'avantage retiré de la violation des obligations et avec un maximum d'1 million d'euros. Ça peut même aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'établissement. Donc voilà, et publication, ce qui est quand même dur. Alors, si vous avez fait l'objet d'une sanction, vous avez un recours devant le tribunal administratif, mais qui doit être introduit à très bref délai. Et on a vu des cas où le tribunal administratif, je vous cite un cas où le tribunal administratif a condamné justement un agent immobilier d'en confirmer la sanction, puisqu'il s'agissait d'une sanction administrative, et pour défaut d'organisation interne adéquate et défaut de désignation d'un responsable contre la lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme, qui devait contrôler les risques. Et donc, la sanction est tombée contre cet agent immobilier. Il s'agit d'une décision du tribunal qui remonte à 2015, mais nous pouvons lire dans les rapports de l'AED qu'en 2019, l'AED a accompli 82 inspections sur site, donc elle a visité vos confrères, ou peut-être elle est venue chez vous, et elle a émis 58 amendes pour un montant total de 622 750 €, ce qui nous fait une moyenne d'amende de 10 600 €. Bon, on préfère quand même éviter ce genre de choses. Alors, pire encore, si la loi prévoit aussi des sanctions pénales pour violation des obligations professionnelles. Alors, comment est-ce qu'une enquête pénale peut être démarrée? Si, par exemple, l'AED a contrôlé lors de son inspection sur site que vous n'avez pas respecté vos obligations professionnelles, elle a l'obligation légale d'en informer le parquet. Alors, le parquet décidera ou non d'ouvrir une enquête suivant la gravité des éléments et peut-être la bonne volonté ou pas que vous avez mise à réparer votre système, ou à rétablir votre système interne de lutte anti-blanchiment. Et si l'enquête aboutit à un renvoi devant le tribunal correctionnel, le professionnel peut être reconnu coupable de violation des obligations professionnelles et il peut être condamné à une amende qui peut aller de 12 500 € à 5 millions. S'il s'agit d'une personne morale, à la fois la personne morale et une personne physique comme un dirigeant responsable peut être condamnée, et on a vu des cas. Alors, il y a de la jurisprudence d'affaires qui sont passées devant le tribunal correctionnel pour violation des obligations professionnelles, soit dans le secteur financier, ce sont les plus nombreuses, mais il y en a eu quelques-unes dans le secteur non financier. Et très souvent, les condamnations tiennent au fait que le professionnel qui avait un dispositif défaillant de lutte anti-blanchiment a aussi manqué de procéder à une déclaration de soupçon parce qu'il n'était pas bien équipé, parce qu'il a manqué les éléments de soupçon, ou bien il a mal évalué la situation où il aurait dû déposer une déclaration de soupçon.
Et donc, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de sanctions. Enfin, c'est là que les sanctions, il n'y en a pas encore énormément, mais il y en a, et c'est surtout là que les sanctions ont porté. Alors, donc je vous ai parlé des poursuites pénales pour violation des obligations professionnelles. Il ne faut pas, pour qu'il y ait une poursuite pénale et même une condamnation, il ne faut pas qu'il y ait forcément un blanchiment effectif sous-jacent, une tentative de blanchiment. C'est la violation elle-même qui est sanctionnée indépendamment de toute présence de blanchiment ou non. Alors, il faut vraiment faire très attention parce que vous pouvez aussi vous trouver entraîné dans une poursuite pour blanchiment, mais alors là, vraiment plus grave, comme co-auteur ou complice d'un blanchiment. Si vous avez participé sciemment, comme dit la loi, donc en toute conscience, mais un dol éventuel peut suffire, donc ça c'est la preuve de votre complicité, si vous voulez, ou de votre participation consciente, qui est appréciée d'une façon beaucoup plus rapide, plus légère, à une opération de blanchiment, de financement du terrorisme. Alors là, c'est évidemment très grave pour votre entreprise et aussi les sanctions peuvent consister dans un emprisonnement de 1 à 5 ans, si c'est vraiment très grave, et une amende de 1 250 € à 1 250 000 doublé s'il s'agit d'une personne morale, etc. Donc, vous voyez que ça peut être extrêmement grave. Donc, vous devez vous prémunir, vous préserver aux deux niveaux, c'est-à-dire surtout pas être entraîné contre votre volonté, j'espère, à une opération de blanchiment, malgré vous, sans avoir pris les précautions qu'il fallait. Et puis, vous être équipé d'une façon complète, professionnelle, adéquate et conforme à la loi pour disposer dans l'entreprise de mesures internes, d'un dispositif interne de lutte anti-blanchiment qui soit parfaitement adéquat et efficace et complet. Voilà, je m'excuse si j'étais un peu longue et je suis désolée de ce problème informatique qui s'est posé. J'aurais préféré être sur place avec vous, mais bon, j'en étais empêchée. Voilà, je suis à votre disposition pour les questions, si vous avez des questions sur la partie que je viens de vous présenter. Je pense qu'on va quand même, puisqu'il y a des gens qui devront nous quitter, avant de prendre les questions, présenter l'Académie de l'immobilier. Et ensuite, on prendra les questions après, ceux qui seront encore intéressés par les questions, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui en partie sont très intéressantes et auxquelles on va répondre tout de suite après donc, la présentation de l'Académie de l'immobilier. Voilà, et juste un petit rappel aussi, c'est pour l'onglet questions, donc c'est en bas à droite de votre écran, et le chat, c'est plutôt pour échanger entre vous. Voilà. Je vous laisse la parole, Jean-Paul Cheyron, Marc-Ant. Permettez-moi tout d'abord du conseil d'administration de la Chambre immobilière ainsi de l'équipe de la Chambre immobilière de vous souhaiter, parce qu'on n'est pas encore à la fin du mois de janvier, donc les usages sont d'usage, de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour le nouvel an et de vous souhaiter toute prospérité, santé et tout ce qu'il vous faut pour passer une excellente année. Nous avons entendu aujourd'hui beaucoup de contraintes que nous avons au niveau de cette législation. C'est une législation effectivement qui nous préoccupe depuis un certain temps, mais je tiens à vous signaler que c'est effectivement les contrôles sont très fréquents et comme vous avez vu, les sanctions sont extrêmement élevées. C'est quand on voit que la moyenne c'est au-delà de 10 000 € l'amende, on sait que ça peut tenir à très peu de choses. Ça peut être le manque de signature sur les cartes d'identité. Donc, si vous recevez une carte d'identité, celui qui voit la personne doit la signer. Ça peut être, bon, évidemment, si on n'a pas du tout de procédure, ça on a des cas où évidemment l'amende va être plus lourde, mais ça peut aussi être le nouveau outil de risque, d'analyse de risque. Donc, il ne faut pas seulement connaître son client, mais il faut présenter une analyse de risque concrète. Donc, c'est des sujets qui nous préoccupent, mais sur lesquels on travaille aussi. Nous voyons ce qui se passe beaucoup sur le marché, c'est
beaucoup de digitalisation qui vont nous aider à répondre à toutes les questions. Donc, on voit d'un côté les contrôles qui sont faits, on voit de l'autre côté une législation qui s'adapte régulièrement et nous voyons beaucoup de solutions digitales qui sont en train de se mettre en place. Et comme vous le savez, nous, la Chambre immobilière, avec Vivi notamment, avons mis sur notre carte que nous voulons agir sur la digitalisation et vous accompagner là-dedans. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions aussi à la Chambre immobilière, où nous disposons notamment de différents documents qui peuvent vous être mis à disposition pour cette question, pour vous préparer, ou bien vous préparer vos dossiers d'anti-blanchiment. Donc, je n'étais pas aujourd'hui ici pour parler de l'anti-blanchiment. Je crois que nous avons eu une très bonne présentation de la complexité aussi de la matière. Nous sommes aujourd'hui ici pour vous présenter avec Marc-Anne l'Académie immobilière. C'est un dossier que nous préparons de longue date. Nous avons commencé à nous immixer dans la formation avec le BTS il y a déjà 3 ou 4 années où on a lancé le BTS immobilier. Mais notre objectif final, c'était toujours de pouvoir, pour le secteur, faire de la formation continue, adaptée au secteur et suivant les vraies demandes du secteur. Donc, une formation qu'on puisse suivre selon les besoins qui se fonctionnaient, mais aussi selon les besoins des métiers. Parce que nos métiers sont compliqués, nos métiers changent beaucoup et il était à notre avis extrêmement important de faire une approche structurée de la formation d'où la création de l'Académie de l'immobilier à la fin de l'année dernière. Il faut dire qu'à la base de l'Académie de l'immobilier, il y a ce qu'on appelle un contrat intraprofessionnel. Donc, c'est un contrat de formation qui est signé avec les syndicats. Ce n'est pas une convention collective, pour ceux qui se posent la question. C'est une sorte spéciale de convention collective qui règle certains sujets, notamment la formation professionnelle. Un des sujets intéressants là-dedans, c'est que cette convention peut être déclarée d'obligation générale. Et donc, nous aurons une mission en tant que Chambre immobilière ensemble avec les syndicats d'organiser la formation continue dans le secteur pour l'ensemble des acteurs du secteur et non seulement les membres de la Chambre immobilière, mais c'est une convention qui va s'appliquer à l'ensemble des acteurs du secteur qui, évidemment, auront aussi accès à notre Académie de l'immobilier que Marc-Anne va vous présenter plus en détail directement maintenant. Donc, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Donc, Marc, merci de nous présenter l'Académie. Merci aussi. Bonjour tout le monde. Donc, Marc-Anne, je suis l'administrateur délégué des centres de compétences de l'artisanat du Luxembourg. C'est une aventure qui a commencé en 2016 déjà par la création de 2 centres de compétences, l'un pour le génie technique du bâtiment et l'autre pour le parachèvement. Leur particularité, c'est qu'ils sont construits autour d'une conception plus globale qui s'inscrit dans le cadre européen des certifications, c'est-à-dire nous avons créé un système qui est plus ou moins homogène et qui est analogue pour tous les métiers qui sont concernés dans le secteur de l'artisanat. Il y en a 40. Depuis 7 ans, on a formé dans nos locaux à Batembourg récemment plus que 32 000 personnes dans les différents métiers, aussi à différents niveaux de métiers. Et nous avons organisé depuis lors 7 200 sessions de formation dans nos locaux. C'est quand même beaucoup et ça ne risque d'augmenter. Le modèle a été reçu avec beaucoup de succès. Notamment, nous avons pu créer entre-temps aussi un centre de compétences dans la capitale des Cap-Verts, à Praia. C'est également un bâtiment qui a été financé par le Lux Development du Luxembourg. Et nous avons imité le même modèle là-bas qu'ici. À Luxembourg, le modèle a été repris également par la House of Automobile, qui sont les garagistes. Il a été repris par la Fédération Hair Beauty Tattoo. Donc, nous faisons également un centre de compétences pour les tatoueurs luxembourgeois. Et nous formons également, dans le cadre de la Security Industry Training Center, nous avons formé 2000 spécialistes du gardiennage à Luxembourg sur les méthodes de gardiennage. Le bébé le plus récent, si j'ose dire, c'est l'Académie de l'immobilier. Ce sera le même modèle que les centres de compétences de l'artisanat, c'est-à-dire ils seront d'un côté, comme Jean-Paul Choy en a précisé, une obligation de cofinancement par les entreprises, d'un côté, et de l'autre côté,
il y aura le centre qui va être la diapositive suivante, qui va être dans un cadre de l'immobilier. Donc, on va vous dire quelques mots sur les objectifs et la structuration des choses pour en revenir dans les détails. Quelques-uns. Allez-y. Donc, le contexte, c'est qu'il y a un certain nombre de problématiques avec lesquelles le marché de l'immobilier est confronté. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. Le problème de l'insuffisance de la formation initiale, l'importance du manque de main-d'œuvre, etc., les législations, les réglementations qui n'arrêtent pas. Ça, c'est un avantage pour les avocats, mais pour les entreprises, c'est plus complexe de suivre tout cela, mène à ce que les entreprises ont besoin d'un support plus professionnel et plus systématique qu'ils n'en l'avaient dans le passé. Et le tout passera par la formation professionnelle. Oui. Et donc, on a eu l'idée de créer également un centre de compétences d'immobilier qu'on a appelé Académie de l'immobilier et qui a comme objectif, comme vous le voyez, de proposer des formations à tous les niveaux du cadre européen. Le cadre européen, c'est 7-8 niveaux de formation différents à l'intérieur desquels on retrouve des modules de formation. Ça concernera tout un ensemble, toute une panoplie de formations différentes. Ce ne sera pas vraiment uniquement la technique de l'immobilier, mais ce sera plus vaste. Et on essaiera aussi d'intégrer une validation des acquis de l'expérience, notamment aussi de proposer des formations pendant le travail qui mèneront également à un BTS en alternance. Voilà. Ensuite, le principe de fonctionnement est typique pour les centres de compétences. On se réfère à l'accord interprofessionnel, c'est prévu par le droit du travail, c'est dans le chapitre des conventions collectives, mais ce n'est pas une convention collective parce qu'elle ne règle pas les salaires. Elle règle seulement 3 aspects, dont le temps de travail et la formation notamment. Donc, nous avons signé cet accord professionnel au mois de novembre de l'année passée, le patronat représenté par la Chambre immobilière avec le salariat représenté par l'OGBL et le LCGB. Et la particularité, c'est que à partir de la signature et à partir de la déclaration comme obligatoire, les entreprises du secteur de l'immobilier seront contraintes à contribuer au financement de la formation professionnelle du secteur à titre de 0,5% de leur masse salariale qui sera alors à verser dans un fonds de formation. Il ne faut pas maintenant s'effrayer, 0,5%, ce n'est pas beaucoup. En France, c'est entre 1 et 1,2%. La moyenne au Luxembourg d'investissement dans la formation est de 2,3%. Donc, et dans les banques et dans les systèmes financiers, cette participation au pourcentage de la masse salariale augmente jusqu'à 7-8%. Donc, ce n'est pas énorme, mais quand même, c'est un certain coût. Bien évidemment, en contrepartie, les entreprises qui sont obligées à payer cette cotisation auront pour leurs salariés, je précise, pour leurs salariés, des formations gratuites. C'est-à-dire ils peuvent inscrire leur personnel dans ces formations et elles seront gratuites pour la société qui les inscrit. Nous avons dû passer toute une démarche entre la création, entre l'idée, les objectifs de la cotisation, les négociations. Ça prend du temps de mettre en place un système comme celui-là. Oui. Et nous avons donc signé, ça c'est le plus important. Et pour l'instant, nous avons créé des entités, et on en fait 2. Une société, l'Académie de l'immobilier, se forme d'un groupement d'intérêt. Le GIE GIE, pardon. Oui. Et une ASBL qui gère les finances. Ça, c'est pour des raisons fiscales et des raisons de TVA. Nous avons fait la demande d'un règlement grand-ducal. Nous attendons les avis des chambres professionnelles ainsi que du Conseil d'État. Et dès que c'est passé, ce règlement grand-ducal sera de vigueur. Vous voyez ici les signataires de l'accord interprofessionnel, dont Mme Silva, ici présente, de M. Scheuer du côté du patronat, ainsi que les représentants des syndicats. Et vous voyez ici en haut à droite l'extrait du chapitre 5 du droit du travail qui précise la base légale.
Et à partir de là, il y a l'accord interprofessionnel qu'on vous indique. Il a quand même une quinzaine de pages où toutes les conditions de réalisation sont là. Vous voyez là, nous avons dû créer deux sociétés, donc un GE, un groupement d'intérêt économique, le terme qui me manquait il y a un instant. Donc vous voyez là que dans ce groupement, il y a les représentants de la Chambre immobilière de Vivi d'un côté et aussi de l'autre côté des représentants des syndicats. L'académie sera en fait le visage de ces formations, mais pour la gestion financière des choses, on a créé le FOGECOPI. C'est une ASBL pour des raisons fiscales, comme je l'ai dit, et elle sera présidée par Madame Claudine Spelz. J'ai vu qu'elle était présente, je la salue au même moment. Voilà, ça c'est la structure. Vous voyez que le secteur est bien représenté dans cette organisation des choses. Et également M. Henrik Kühne, que j'ai oublié de présenter, excusez-moi d'ailleurs, qui est avec nous ce soir de la CLC. Voilà, très bien. Là, c'est juste un petit schéma pour montrer comment ça fonctionne. Donc, toutes les entreprises du secteur de l'immobilier, promoteurs, syndics et agences, devront cotiser 0,5% au FOGECOPI, qui va émettre 2 fois par an une demande de cotisation. Ensuite, l'Académie de l'immobilier va être le figurant pour organiser les formations et les frais que l'Académie doit payer seront facturés à FOGECOPI avec la TVA pour faciliter les choses. Le précédent. Et l'Académie de l'immobilier, parce qu'on ne sait pas encore juger combien sera le fonds qui sera procuré à FOGECOPI, l'Académie de l'immobilier va sous-traiter, dans une première phase certainement, l'organisation et la gestion des choses au Centre de compétences digitales Tandvik, qui, eux, ont depuis quelques années déjà mis en place toute l'informatique, tout le système de gestion des cotisations, la gestion des formations. Et à ce niveau-là, l'Académie de l'immobilier et les centres de compétences digitales Tandvik vont travailler étroitement ensemble. OK? Voilà. On a déjà dit cet élément-là. On est, comme je l'ai dit, sur la création du règlement grand-ducal. Il y aura encore une fois une conférence de presse et dans les prochaines semaines, toutes les entreprises de l'immobilier vont être encore une fois contactées par nous pour donner des informations plus détaillées. Et puis viendra le moment aussi où on va demander la cotisation. Ça viendra. La cotisation est basée sur la masse salariale de l'année précédente. Le centre commun émet une fois par an un certificat de masse salariale. Celui-là sera à envoyer à FOGECOPI qui va, sur base de ce document, demander la cotisation. Okay? Voilà. Nous allons faire des propositions de formation dans beaucoup de domaines. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous allez voir qu'on va faire des formations dans le domaine de la construction. C'est juste un extrait. Hein. Dans le génie technique, ça ne sera pas pour vous faire former comme artisan. Les entreprises artisanales seraient contentes d'avoir plus de personnel, je sais, mais on ne va pas vous former à un niveau d'artisan. On va vous former pour que vous soyez capable de mieux comprendre ce qui se passe sur un chantier dans un bâtiment. Donc aussi le parachèvement. Il y aura des questions d'étanchéité. Je crois qu'il y a énormément de besoins de formation dans tout ce qui est la technologie de construction en bois, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas la même chose que le béton. Donc, il y aura des choses à faire là aussi. Il y aura des formations purement comme immobilières. Il y aura aussi centre de sécurité engin. Et je viens déjà de rajouter qu'il y aura aussi des formations en anti-blanchiment, clairement aussi. Et bien sûr aussi, on va proposer des soft skills et management, parce que ça, c'est une formation qui concerne en fait tous les secteurs qu'on prend, et donc on fera également cela à partir de Pâques de cette année. L'ingénierie de formation sera assurée donc par le centre de compétences Digital Tandvik qui est situé à Batembourg. Il y aura, toutes les formations techniques auront lieu à Batembourg dans nos locaux. Nous avons
5000 mètres carrés de locaux techniques avec des installations à la pointe du progrès. On peut faire toutes les formations chez nous d'un point de vue technique et les formations d'un point de vue plutôt management pourront avoir lieu en ville, à des endroits si on trouve des salles de formation. Voilà, ça c'est le rôle de ce qu'on fait. On pense que ça sera un grand succès au vu des autres formations qu'on fait pour les autres secteurs. On a ouvert notre nouveau bâtiment il y a 9 mois, donc au mars l'année passée. On est déjà trop petit. On a déjà fait les plans pour construire un 3e bâtiment. Donc, il y a des besoins et notre modèle semble fonctionner. Vous voyez là-haut, il y a un numéro de téléphone et une personne de contact. Si déjà maintenant vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci, Marc. Voilà. Merci beaucoup. On peut passer à la session du coup de Q&A. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, voilà, vous avez l'onglet questions en bas à droite de votre écran. On en a déjà quelques-unes. Alors, je vais... Oui, alors il y a une qu'on avait déjà brièvement approchée, c'est donc est-ce que si j'ai plus intervenants, donc banquier, notaire, agent, promoteur, est-ce que à ce moment-là, tout le monde doit faire du KYC? Oui. Chacun est responsable de son KYC indépendamment des autres. Maintenant, si on veut faire confiance à un autre intervenant qui est soumis aux mêmes obligations pour, par exemple, recueillir des copies de documents qu'on va ensuite partager, c'est possible, mais encore une fois, chacun garde sa propre responsabilité. Ensuite, question un peu curieuse, est-ce que le client bénéficie du secret professionnel devant le blanchiment d'argent? Alors Marie-Paul, qu'est-ce que tu en penses? Ben, on l'a déjà répondu 2 fois, hein, donc non, Voilà. no way, ni devant les autorités, ni devant la CRF. Il n'y a pas de secret bancaire ou de secret quelconque qui tienne par rapport aux autorités chargées de la lutte contre le blanchiment. Il n'y a pas de secret. Au contraire, il faut que le professionnel qui est soumis aux obligations AML, il doit faire une déclaration de soupçon et il doit informer les autorités. Spontanément, voilà. Voilà, absolument. Donc ensuite, si les parents, vus en face à face, fournissent une copie des documents d'identité de leur enfant majeur non vu en face à face, doit-on, dans ce cas aussi, avoir une copie certifiée? Oui. Il n'y a aucune disposition légale qui fait exception pour des relations parents-enfants. Donc, vraiment, si on connaît les parents, ça peut être rassurant, mais d'une manière générale, je devrais aussi quand même avoir une copie certifiée. Alors, la procédure d'entrée en relation concerne-t-elle des prospects avec qui aucune transaction n'a été réalisée et sont au stade prospect? On l'a dit tout à l'heure, par rapport à la vigilance, les opérations d'entrée en relation sont à prendre avant l'entrée en relation, à partir du moment que j'accepte un client. Et là, il faut se poser la question, c'est quoi un prospect? Si je suis agent et j'ai par exemple, je prends un objet en vente, mon client, c'est le vendeur. Donc, je ne dois pas obligatoirement faire une KYC pour chaque prospect qui est intéressé à visiter le projet. Mais, premièrement, j'ai intérêt à identifier les personnes intéressées, ne serait-ce que pour prouver, si jamais la vente se fait, que j'ai gagné ma commission. Donc, première chose. Et deuxième chose, à partir du moment qu'effectivement quelqu'un veut conclure la transaction, dès que ça se concrétise au plus tard, même si ma relation d'affaires est avec le client, c'est celui qui va me payer ma commission, à partir du moment que j'ai un prospect sérieux, je dois rentrer dans le risk-based assessment, donc je dois effectivement me poser la question, c'est qui et l'argent vient d'où? Même si ce n'est pas mon client, ça rentre dans la compréhension plus globale de la transaction en tant que telle. Et disons, même question, un peu formulée autrement, les prospects personnes physiques sont-ils soumis à la même procédure dans le cas où aucune transaction n'a été réalisée, ils sont simplement en recherche d'un bien? Marie-Paul, je pense que c'est un peu la même sauce. Oui. Si j'ai un mandat de recherche,
C'est celui-là qui est mon client. Oui, mais oui. Mais oui. Voilà, je dois identifier mon client. Oui. Et même si la transaction n'est pas conclue. Dès que je rentre dans une relation d'affaires, dès que je négocie pour une transaction, même s'il ne se conclut pas, je suis en plein dans les obligations. Pour une personne physique, si elle déclare une profession dans le formulaire, doit-on documenter son activité, par exemple par un CV? Marie-Paul, donc. Mais donc, c'est en fait toujours l'approche fondée sur le risque. Si on se trouve dans une relation tout à fait claire avec un client qui est soit luxembourgeois, soit un pays limitrophe où il n'y a pas un risque spécial, on n'est pas obligé de demander au-delà de certaines affirmations. Et ça dépend aussi du montant de la transaction. Si voilà, quelqu'un se déclare chômeur mais va acheter un bâtiment qui va coûter 1 million d'euros, là, on doit se poser des questions. Donc, c'est moins la profession elle-même que la cohérence des éléments, des informations qui sont données par le client. Donc, il faudra appliquer ça avec bon sens et se rendre compte, enfin, essayer de comprendre où est le vrai risque. C'est pas parce qu'on a demandé le CV de quelqu'un qu'on s'est protégé contre un risque. Je pense que oui, il faut que ça colle. Si quelqu'un qui dit qu'il a une profession qui ne permet pas d'expliquer le volume ou l'origine des fonds pour une transaction déterminée, il faut éventuellement que je vérifie ses antécédents professionnels, est-ce qu'il a hérité, donc il faut effectivement que la transaction soit en phase avec ce qui paraissent être les possibilités financières du potentiel acquéreur. Et là, la prochaine question, effectivement, rentre un peu dans le même ordre d'idée. Quel est le risque de blanchiment ou d'origine des fonds pour le vendeur d'une transaction immobilière, étant donné qu'il reçoit les fonds de l'acheteur? Alors, c'est toujours un peu la même logique. Si mon client est le vendeur, dans un premier temps, je dois me poser la question qui est mon client et éventuellement, je vais me poser la question d'où viennent les fonds avec lesquels il a acheté ou financé le bien. Voilà, quand même une petite compréhension, ça vient d'où? L'acheteur qui veut revendre un bien qu'il a acquis moins cher il y a 2 semaines, c'est autre chose que la famille qui est en détention d'un bien immobilier depuis 25 ans. Donc, c'est 2 choses complètement différentes. Et lorsque je représente le vendeur, encore une fois, ça ne peut pas m'être égal d'où vient l'argent de l'acheteur et qui l'acheteur, parce que justement, l'opération de blanchiment peut provenir de l'acheteur, même si le client, c'est le vendeur. Donc, je dois regarder l'ensemble de la transaction. Et la question qui va plus loin ici, c'est de dire, mais quel est le risque de blanchiment pour le vendeur qui va recevoir les fonds de la transaction qui auront été vérifiés? Alors, le vendeur, s'il n'est pas membre d'une profession réglementée et s'il n'agit pas dans ce contexte-là, alors le vendeur promoteur, c'est clair, lui, il devra faire son KYC, sans aucun doute, y compris les autres intervenants comme le notaire et l'agent. Alors, est-ce que le vendeur privé qui vend un bien, est-ce que lui, il doit faire un KYC? A priori, non. Il n'est pas soumis aux obligations KYC parce qu'il n'est pas membre d'une profession réglementée. De toute façon, mais les autres intervenants, comme le notaire, par exemple, devront le faire. Mais le privé qui sait ou qui devrait savoir, et ça n'intéresse pas, qu'en réalité, l'argent pour le prix de vente provient d'une infraction, parce que, par exemple, c'est très bien que l'acheteur, il a détourné cet argent dans une société dans laquelle il œuvrait. Là, ce n'est plus une question de violation des obligations AML. Là, ça peut être carrément du blanchiment. Et c'est d'autres sanctions nettement plus lourdes. Donc, le vendeur privé qui est confronté à un acquéreur pas clair ou louche, il court des risques, non pas au niveau AML, mais il court des risques au niveau blanchiment. Donc, il a également un intérêt de savoir à qui il a affaire. Après, une question pour les slides. Oui, vous recevrez les slides de l'étude DSM sur la présentation blanchiment et également du coup sur la partie de l'Académie de l'immobilier. Vous recevrez ça peut-être demain, après-demain, dans les prochains jours. Alors, autre question, une particulière, une SCI qui achète un bien.
est-il tenu à des obligations AML s'il n'y a pas d'agent intermédiaire? On a déjà répondu à ça. Seule nuance, c'est que là, il y a une SCI. Bon, l'SCI est une société de personnes qui n'a pas d'obligation, a priori, qui n'a pas d'obligation AML. Même réponse, a priori non, mais on a quand même intérêt à comprendre d'où vient l'argent. Ensuite, après, il y a une question par rapport au calcul de la cotisation. Sur quelle base la cotisation sera-t-elle calculée pour une agence qui n'a pas de salariés, c'est-à-dire 2 associés rémunérés sur base d'avance sur dividendes et dividendes? Elle ne sera pas. C'est-à-dire, parce que dans ce cas-là, le certificat de masse salariale sera 0. Et donc, on va faire une cotisation sur 0. Parce qu'on ne peut pas légalement demander une cotisation pour cela. Par contre, si une société comme celle-là souhaite envoyer ses associés dans la formation, alors le centre académie ne va pas les accepter. Par contre, on réfléchit sur une façon de s'inscrire volontairement. Ça existe déjà aussi auprès des autres centres de compétences. Il y a des entreprises qui volontairement cotisent chez nous pour pouvoir participer aux formations. On va développer un modèle similaire. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation. Voilà, Mario, où est-ce que vous voulez prendre encore une ou deux questions peut-être? Alors, un membre de l'AED est-il présent à cette réunion? Je ne sais pas. Si on a un, merci de nous le dire, mais a priori, je ne sais pas. J'en ai pas connaissance. Hein, donc, Il y a une question sur sous quelle forme on va recevoir l'attestation de participation. Ça, il faut qu'on vous revienne, mais a priori, je crois que ça sera par email. C'est ce qu'on fait habituellement pour les gens qui ont, qui sont inscrits, qui ont un taux de participation qui est suffisamment élevé. Et si vous êtes à plusieurs à regarder la formation et que vous êtes inscrit avec un seul compte, du coup, on ne peut pas envoyer à toutes les personnes parce qu'on n'a pas l'information. Donc voilà. Alors, autre question, Marie-Paul, la relation avec les clients est-elle complètement gelée pendant que le dossier est à la CRF? Quelle position à tenir avec le client pendant l'étude par la CRF? D'accord, oui, ça c'est une question pertinente. En effet, lorsque vous avez fait une déclaration à la CRF, vous êtes censé ne pas, d'abord, ne pas en informer le client en aucun cas, ou des tiers d'ailleurs, parce que c'est le principe de no tipping off, c'est-à-dire que le client ne doit pas savoir qu'on a fait une déclaration de soupçon le concernant. Et en attendant que la CRF ait répondu à votre demande, vous ne pouvez pas faire la transaction. Donc, mais la CRF est tenue de vous répondre dans un délai très bref. Soit elle vous répondra, je bloque la transaction, ou bien elle vous répondra, je vous autorise à la faire. Ou s'il n'y a pas de réponse dans un délai je ne sais plus si c'est 48 heures, je n'ai plus la loi sous les yeux, mais à ce moment-là, vous pouvez continuer à faire l'opération. Autre question, en cas de contrôle de l'AED, à partir de quelles années les documents, les transactions à contrôler doit-on présenter? A priori, il faut garder la documentation pendant 5 ans après la fin de la relation d'affaires. Donc, la fin de la relation d'affaires, à partir du moment que la transaction est finie, on a reçu sa commission, qu'on a finalisé la vente du bien. Voilà, normalement, au moins 5 années, on doit conserver les documents et l'administration, en principe, peut les demander. Et autre question par rapport à la RGPD, qu'est-ce qu'on fait si un client souhaite faire valoir son droit à l'oubli? Donc, est-ce qu'on est obligé de supprimer les informations? Non. Parce que dans ce cas-là, vous avez une obligation de conservation qui, à notre avis, est donc opposable au souhait du client de son droit à l'oubli. Donc, ce droit à l'oubli ne pourra pas se superposer à une situation où j'ai une obligation légale de conservation. Alors, il y a une autre question ici, Jean-Paul. Est-ce que la chambre immobilière a une checklist ou un manuel de procédure à mettre à disposition? C'est une question pour toi. C'est ce que j'ai dit avant. Adressez-vous à la chambre immobilière ou vous regardez dans
Sur notre site internet, vous avez en fait dans la rubrique des documents réservés aux membres, vous avez une checklist aussi des manuels procédures qui est mise à disposition et aussi des checklists pour les clients pour le KYC et l'analyse. Mais on travaille encore sur une nouvelle version parce qu'on pense qu'on peut encore améliorer ce qu'on a sur place, mais ceci vous aidera déjà à mettre ça en place. Le mieux, c'est évidemment aussi d'appeler le secrétaire de vous faire assister. Si vous avez un contrôle, vous pouvez aussi vous adresser à la chambre immobilière. Elle va essayer de vous aider au mieux pour bien être préparé au contrôle et éviter évidemment les sanctions. Voilà, sur ces mots, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Il y a quelques autres questions, mais bon, si vous avez encore des questions, bien sûr, on pourra encore y répondre en off ou un autre jour. Mais là, je pense que tout le monde a déjà vu la fin de journée bien méritée. Hein. Il est 7h moins le quart. Donc, merci beaucoup pour votre patience, votre attention. Désolé pour le petit glitch technique, mais c'est indépendant de notre volonté. Nous ne maîtrisons pas les raisons de télécommunication. Et donc, on était content de vous avoir avec nous. J'espère que ce petit webinaire vous aura peut-être appris des choses, sinon rafraîchi certaines connaissances qui s'étaient quelque peu enfouies quelque part. Et donc, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et à la prochaine. Merci. À la prochaine. Au revoir.